Et bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine, que les cours ça va, que le travail ça va, qu'avec les enfants tout va bien et si jamais vous êtes en vacances, profitez bien. Je m'excuse d'avance pour cette tenue peu glamour, mais je viens de rentrer du taf et je voulais absolument faire cette vidéo avant que je m'endorme comme un gros caca. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread d'horreur, je vais vous en raconter deux. Et comme d'habitude, installez-vous confortablement, préparez votre petit plaid, préparez de quoi manger, de quoi boire. Et surtout éteignez bien toutes les lumières pour être dans l'ambiance et fermez bien votre porte à clés. Et nous, on est parti pour la première histoire. Salut, je m'appelle Lucie et j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire réelle qui s'est passée il y a 2 ans. Tout a commencé un soir où je gardais mon petit frère de 8 ans. Mes parents n'étaient pas là et il faut savoir que je vivais dans une maison située dans une petite ville au sud de la France. Ma maison se situait dans un quartier qui menait à un cul-de-sac. Et souvent, moi et les autres enfants et ados, on allait jouer loin de ma maison et près de la fin du quartier. Bref, ce jour-là, soit 3 jours avant l'incident, mon frère est allé jouer avec ses amis dans ce coin-là où nous avions l'habitude de jouer. J'étais seule chez moi car mes parents travaillaient. Je vivais ma meilleure vie et je regardais la télé quand vers 17h, je me suis rendu compte que je devais aller chercher mon frère car on était en hiver et il faisait nuit tôt. Je suis vite sortie car si mes parents savaient que mon frère était encore dehors, j'allais me faire défoncer. Je suis donc vite sortie et je regrette aujourd'hui d'être sortie si vite. J'ai couru chercher mon frère et là où il était, on ne voyait plus ma maison. Je l'ai récupéré et on est rentré. Et c'est là que tout est parti. Je m'apprêtais à ouvrir la porte quand j'ai capté que je l'avais mal fermée. Au début, je me suis dit que j'étais partie vite, mais vu que tout le monde se connaissait dans mon petit quartier, j'ai pas vraiment paniqué. Et je regrette. Faut savoir que dans ma maison, il y a la porte d'entrée et à côté, il y a des escaliers qui mènent à mon grenier. Il y a aussi un couloir qui mène à ma cuisine. Si on va tout droit à gauche, il y a le salon et la salle à manger. Et à droite, un autre couloir qui mène aux chambres. 3 jours sont passés sans que rien ne se passe. Sauf que parfois, j'entendais des bruits venant du grenier, mais le bois était vieux. Du coup, c'était très fréquent. Puis vient le pire jour de ma vie. Ce soir-là, mes parents et mon frère sont allés manger chez leurs amis qui habitaient à genre 10 minutes de route de chez nous. Je voulais pas y aller car je n'étais pas très sociable. Je suis donc restée seule chez moi. Au début, la soirée était tranquille. Mais vers 22h, j'étais dans mon canapé et il faut savoir que de mon salon, on a vu sur les escaliers du grenier car il y a un mur porteur avec des genres de vitres qui séparent les deux pièces. Et les meubles qui se situaient au-dessus de la télé étaient vitrés aussi. Donc sur le canapé, on pouvait voir les escaliers aussi. Je sais pas si je suis très claire. Bref, donc j'étais sur mon canapé quand j'ai commencé à entendre des bruits venant du grenier. Et comme je l'ai déjà dit, je pensais que c'était juste le bois. Mais les bruits devenaient de plus en plus forts. Je vous avoue que j'ai quand même eu peur. Mais je me suis dit que c'était rien. Jusqu'à ce que vers 22h40, j'ai eu un genre de pressentiment qui me disait « Va-t'en !» Mais il n'y avait aucune raison. Et vraiment, je suis vraiment bête de pas l'avoir écouté. Après ça, les bruits ont cessé pendant 10 minutes et je me sentais un peu soulagée. Mais bizarrement, j'avais encore un mauvais pressentiment. Et c'est vers 23h30 que tout a commencé à s'enchaîner. Je commence à m'endormir malgré mon pressentiment, quand soudain, je lève les yeux par je sais pas quelle magie vers les meubles, et là, je crois voir une silhouette qui a l'air de fixer le salon. Je suis paralysée de peur pendant 30 secondes, avec cette silhouette dans ma vision. Alors je me dis que je dois être super fatiguée pour imaginer ça, et comme une débile, j'éteins la télé et je vais me coucher. La nuit, je ferme toujours ma porte de chambre à clé, et j'ai le sommeil super profond. Je ferme donc ma porte à clé et je vais me coucher. Mais j'arrive pas à dormir. J'ai toujours ce mauvais pressentiment qui me dit de partir loin. Alors pour me rassurer, je reste sur mon téléphone pendant 30 minutes. Puis, vers minuit, je commence à entendre à nouveau des bruits dans le grenier, mais bien plus fort que tout ce que j'avais entendu. Et puis à un moment donné, il y a comme des bruits de pas qui descendent les escaliers. Je suis totalement terrorisée et paralysée. Je me contrôle plus et les bruits s'arrêtent. Puis, après 1 minute de silence, j'entends des bruits comme quelqu'un qui court dans le couloir près des chambres. À ce moment-là, je tremble comme jamais. Et d'un coup, la personne qui est là commence à frapper violemment ma porte fermée à clé. Après 10 secondes, j'arrive enfin à me lever et me presser d'ouvrir ma fenêtre qui mène à mon jardin. Je saute de ma fenêtre et je me mets à courir dans la rue complètement dans le noir. Et là, j'entends un gros boum. C'est le bruit de ma porte qui a cédé au loin. Puis, après avoir couru assez loin, je me retourne et je peux voir la silhouette d'un homme grand avec un objet dans sa main. En voyant ça, je continue à courir
courir tout en appelant la police et mes parents. Enfin, j'arrive en face de chez mes voisins et je frappe leur porte de toutes mes forces. Mon voisin m'ouvre et enfin je peux me cacher. Dès que la police est arrivée, ils sont tout de suite allés chez moi. Mes parents m'ont rejoint et j'ai fondu en larmes dans leurs bras. Quelques minutes après, un policier est venu nous voir et nous a dit qu'il n'avait trouvé personne sur les lieux, mais que ma porte de chambre avait été défoncée. Mais le plus creepy, c'est qu'ils sont montés dans mon grenier et ils ont trouvé de la nourriture, de l'eau et un tableau avec des photos de moi devant ma maison. Et encore plus terrifiant, ils ont trouvé des infos perso notées sur une feuille, comme le fait que j'ai un sommeil profond. Et là, je me suis rappelé de la fois où j'avais laissé la porte ouverte en allant chercher mon frère. Mais j'avais tellement honte de moi que j'en ai parlé à personne. Ils ont jamais retrouvé le gars et j'ai dû aller voir un psy car j'étais choquée. Maintenant, à chaque fois que je suis seule, j'ai toujours une arme sur moi. Bon, et bien, qui a envie de rester seul chez soi? Moi, j'aime le goût du risque, que voulez-vous? Et je préfère être seule, c'est tout. En tout cas, certes, elle a fait l'erreur de partir vite le premier jour là de chez elle et de ne pas fermer sa porte. Mais au final, quand le malade là est venu l'emmerder, bah elle a eu quand même le bon déclic de sauter par la fenêtre et d'aller chercher de l'aide chez ses voisins. Donc bon, ça va. Faut pas être si méchante avec soi, ça arrive. Mais par contre, c'est une bonne leçon, on fera plus attention. Enfin moi, perso, je ferme toujours chez moi à double tour. Peu importe la raison, que je parte pendant longtemps ou pas, je ferme toujours à double tour. Et je mets bien la clé en horizontale. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui a le double de ma clé, qui essaye de rentrer par effraction, je psychote de ouf, hein, parce qu'il y a que, au final... Non, même pas, ma mère et ma soeur, elles ont même plus mon double, je crois. Mais bon, c'est jamais, je sais pas... Pour n'importe quelle raison, il y a un inconnu qui a mon double de clé. Moi, je préfère psychoter et me dire que je laisse ma clé en horizontale à double tour. C'est tout. En tout cas, ce qui fait flipper, c'est que quand même, là, il y a quelqu'un qui est rentré chez elle, bah, par effraction, mais... Par effraction, oui. Je ne me suis pas trompée, là, ça va. Mais en plus de ça, il est resté un certain temps et donc elle a eu le temps de faire sa petite vie avec sa petite famille. Et le mec, en plus de squatter son grenier, il s'est dit un soir, bon bah allez, let's go l'agresser, let's go tout péter. Des fois d'ailleurs, je vous jure, hein, je me fais des films, hein, je me dis ouais, ça se trouve, il y a quelqu'un chez moi, alors que je connais mon appartement par cœur, je veux dire, j'habite pas à Versailles non plus, et il y a pas 36 000 cachettes, mais je sais pas, je me dis ouais, ça se trouve, il y a quelqu'un caché dans le mur et tout. Faut vraiment que j'arrête de regarder des films d'horreur, c'est pas possible. Enfin bref, sur cette note un petit peu stressante, mais au final qui se termine bien, j'ai mes cheveux qui me dérangent. Bref, nous, on va passer à la deuxième et dernière histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Anne et comme nous l'avons raconté dans un post précédent, mon ami et moi, nous avions vécu une histoire terrifiante il y a 2 ans. Et suite à un nouvel événement perturbant, nous avons décidé de vous partager nos histoires. Il faut savoir que je pratique le parapente. Et lorsque j'ai la chance d'avoir mon amie Florence avec moi, elle m'accompagne souvent en faisant les navettes. C'est-à-dire qu'elle me dépose au décollage et vient me récupérer en voiture dans les divers endroits, parfois très aléatoires, où j'atterris. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu le précédent post, que nous sommes d'anciennes collègues de travail, profs toutes les deux, devenues amies. Un jour d'été comme les autres, pendant nos vacances dans les Alpes, Florence m'accompagne sur un décollage de la vallée du Buech. Je suis pas sûre de ma prononciation, hein, désolée. Les amateurs le reconnaîtront sans doute, mais je préfère pas donner le lieu exact. Ce site de décollage est accessible uniquement en 4x4, sur des chemins de montagne rocailleux, et l'ascension demeure relativement longue, même en véhicule motorisé. Mais ça en vaut vraiment la peine. Florence ne rechigne jamais à m'accompagner, car ça lui permet d'assister au ballet des parapentistes qui décollent et évoluent dans des paysages à couper le souffle. Normalement, il s'agit d'un site de parapente où j'arrive facilement à me reposer à l'endroit où j'ai décollé, ce qui permet de repartir en voiture ensemble avec mon ami. Mais ce jour-là, les conditions météo étaient changeantes, les thermiques désordonnés et petits. Pas moyen de remonter au décollage afin de m'y reposer. Pendant que j'entamais ma descente vers l'aérodrome du Chevalet, où planeurs, deltistes et parapentistes se posent, je prends ma radio et dis à Florence, qui elle aussi possède une petite radio émetteur-récepteur, c'est le moyen habituel de communiquer entre parapentistes, que je n'arriverai pas à
la rejoindre et qu'elle peut déjà se mettre en route pour venir me chercher, et que j'atterrirai bien à l'aérodrome. Dans un premier temps, mon amie accuse réception de mon message et me dit qu'elle se prépare à prendre la route. Mais quelques instants après, elle me recontacte via la radio en me disant qu'après avoir discuté avec d'autres parapentistes présents, l'un d'entre eux se proposait de me récupérer en même temps que son ami ayant décollé peu après moi. Je réponds à Florence que c'est ok pour moi, me doutant bien que ça arrange mon ami de ne pas avoir à faire la route une fois de plus sur des chemins tortueux. En général, c'est hyper fréquent de remonter avec des parapentistes à peine rencontrés, voire en stop. Je l'ai déjà fait de nombreuses fois. J'atterris donc sereinement et à peine ma voile remballée, je vois une voiture s'approcher de moi. Le gars à l'intérieur baisse la vitre et me dit « Je te remonte ?» C'était un homme d'une cinquantaine d'années, avec une barbe de 3 jours, plutôt mince et avec une désagréable odeur de tabac froid. Donc, je lui demande si c'est bien lui qui a parlé à ma copine au décollage et qui devait me remonter en même temps que son ami. Il me confirme que c'est lui, mais me dit que finalement, alors qu'il était en route, son ami l'a averti par radio qu'il avait réussi à reprendre un thermique pour remonter au niveau du décollage. Étant donné que ça m'est déjà arrivé, je m'inquiète pas plus que ça. J'ouvre le coffre, j'y mets ma voile et ma sellette, c'est-à-dire le harnais dans lequel on s'assoit, et je précise que ma sellette est assez ancienne et pèse environ 11 kg. Alors que je dépose mon casque, je remarque la présence d'un étui à carabine pour la chasse au gibier. Une fois de plus, rien d'étonnant, car on est dans une région de chasseurs. Bref, je prends place à l'avant, à côté du conducteur. Alors que la voiture démarre, j'entends plusieurs fois Florence tenter de me contacter en radio, mais on n'avait que des petites antennes, et on ne pouvait donc pas communiquer clairement sur une trop longue distance l'une de l'autre. J'entends clairement son timbre de voix, sans pour autant déchiffrer ce qu'elle me dit. Finalement, je vois une notification de message sur mon iPhone. Mon ami ayant constaté la difficulté à me joindre par radio, a eu la bonne idée d'utiliser les messages WhatsApp classiques. Sur le message, elle écrit « Désolé, le gars a fait la sécu décollage d'un jeune. Il vient à peine de partir. Ça va prendre un peu de temps avant qu'il vous rejoigne. » À la lecture de ce message, mon sang se glace. En effet, comme expliqué plus haut, le trajet en voiture jusqu'à l'atterrissage prend jusqu'à 45 minutes. Il est donc impossible que le conducteur m'ait rejoint aussi vite. De plus, il est bien question d'un deuxième parapentiste. Tout d'un coup, tout se met en place dans ma tête et je mets bout à bout tous les éléments étranges que j'avais ignorés jusqu'alors et je me rends compte que ça colle pas. Je suis littéralement pétrifiée en comprenant que l'homme à côté de moi m'a menti sur toute la ligne et que ça ne pouvait pas être lui qui avait parlé à Florence. Malgré ma frayeur, je tâche de rester le plus calme possible tout en sentant la transpiration perler sur mon front et la sueur dans mon dos. Immédiatement, j'écris un message à Florence. Mais manque de chance, on arrive en face nord de la montagne et je sais qu'il y aura plus de réseau. Pendant ce temps-là, l'homme au volant me fait des réflexions de plus en plus malaisantes, notamment concernant mes tatouages. Du style, ils sont bien sympas tes tatouages sur tes petites cuisses. Ils ont l'air de monter assez haut, dis donc. Mais je sais que je me rapproche géographiquement de Florence et je me dis que la radio va de nouveau passer. J'en profite pour passer un message le plus innocemment possible pour ne pas éveiller les soupçons. Ah meuf, je viens d'avoir un message de Jean-Marc. Lui et sa face de cucurbitacé nous invitent pour une bière en fin de journée. Pas de réponse de Florence. Le mec, quant à lui, continue ses remarques de plus en plus perverses. Alors comme ça t'es prof? Eh ben dis donc, avec une prof aussi gaulée, moi j'aurais pas été très attentif en classe. Malgré ces phrases plus que gênantes, j'entretiens la conversation pour ne pas laisser paraître mon malaise. En même temps, je tente d'envoyer ma localisation en direct à Florence par tous les moyens possibles. WhatsApp, Waze, Google, mais le réseau ne passe toujours pas et les messages restent non envoyés. Alors que jusqu'à présent nous étions sur le bon itinéraire, il ne bifurque pas à l'embranchement pour monter au décollage. Toutes mes peurs se confirment alors. Malgré ma volonté de ne pas paraître angoissée, je lui fais remarquer son erreur. Et là, il me rétorque tout naturellement qu'il connaît un raccourci et qu'il avait bien remarqué que j'avais pas l'accent du coin et que c'était normal que je ne le connaisse pas. Je fais mine d'acquiescer, bien qu'il est évident qu'il s'agit d'un mensonge, car je vole dans le coin depuis des années et il n'y a qu'une route jusqu'au sommet. La panique commence à s'emparer de moi. Je me saisis une nouvelle fois de la radio et répète à maintes reprises des phrases sans queue ni tête contenant le mot cucurbitacé. Évidemment, je n'ai pas voulu risquer d'appeler la police, par crainte de la réaction de l'homme à côté de moi. S'il m'avait frappé au point que je perde connaissance, j'aurais plus eu aucun moyen de m'en sortir. J'étais prise au piège. Il se trouve qu'un peu plus tôt, du côté de Florence, mon premier message avait bien été reçu. Depuis notre mésaventure d'il y a 2 ans, nous avions plaisanté à propos d'un nom de code à utiliser en cas de danger grave et imminent. Cette discussion était restée à l'état de plaisanterie, car on n'avait jamais trouvé de terrain d'entente sur le mot à employer. En effet, pour Florence, le mot cucurbitacé était trop
difficile à placer dans une conversation sans éveiller de soupçons. Mais en entendant mon appel radio, elle a immédiatement compris le caractère urgent. D'autant que je déteste la bière et que je ne connais pas de Jean-Marc. Elle a donc aussitôt pris la route pour me rejoindre, pour au moins descendre de la montagne le plus vite possible. Alors qu'elle conduisait, le réseau est revenu suffisamment pour capter mes notifications de localisation. Mais manque de chance, Google Maps bug et le réseau reste vraiment pourri. Elle sort alors une carte IGN de sa boîte à gants et check ma dernière localisation sur la carte. La route que mon ravisseur a empruntée mène à un petit village isolé dans la montagne. Malgré le stress de la situation, elle constate la présence d'un chemin de terre qui arrive par l'autre côté du village et qui lui permettrait, si elle arrivait à l'emprunter, de rejoindre la seule et unique route à revers afin de nous intercepter. Seulement, la carte indique que la route forestière est fermée par une barrière. Or, les parapentistes, terminant parfois leur vol dans les arbres, s'équipent souvent dans leur voiture d'une paire de tenailles pour couper les grosses branches. Par chance, j'en avais donné une à Florence au début des vacances pour mettre dans son 4x4. Elle décide donc de tenter sa chance et d'emprunter le sentier, quitte à devoir couper les chaînes de la barrière, tout en appelant la gendarmerie dès qu'elle aurait eu du réseau. Quant à moi, le type a désormais complètement changé d'attitude. Le visage fermé et le regard assombri, il ne dit plus un mot. Ni la radio, ni le téléphone ne semblent fonctionner. Je crains pour ma vie. Et tout d'un coup, au détour d'un virage, il donne un gros coup de frein sec et inattendu. Et là, je vois la voiture de mon ami, quasiment en travers du sentier, rendant tout passage impossible pour un autre véhicule. Capot ouvert. Le visage de l'homme commence à devenir colérique, il ouvre sa fenêtre et crie à Florence de dégager de son chemin. Mon ami prend alors un air désolé en disant « Toutes mes excuses, messieurs, dames. Ma voiture ne démarre pas. Je suis bloqué. Je crois que c'est la batterie. J'ai déjà eu le problème il y a 2 jours. » À ces mots, le conducteur semble se radoucir et j'ai l'horrible intuition qu'il pense avoir trouvé une deuxième proie. 2 pour le prix d'une. Il déverrouille les portes de sa voiture tout en disant « Ah ben, j'ai les câbles dans le coffre. On va arranger ça. » Sauf que je sais bien qu'il n'y a aucun câble dans le coffre, mais une carabine. Alors qu'il est presque sorti de sa voiture, je me précipite dehors. À peine a-t-il atteint l'arrière de son véhicule que je vois Florence courir et le bousculer de toutes ses forces dans l'espoir de le faire tomber. Elle pousse tellement fort qu'il tombe dans le fossé à côté. Elle me hurle de monter dans son 4x4, mais je me rends compte que mon matériel de parapente est encore dans le coffre. Je lui réponds en criant « Attends, ouvre le coffre, y a mes affaires !» Aussi paniquée que je suis, je garde en tête le prix de l'ensemble de mon équipement. Florence s'empresse de récupérer ma voile et mon casque, puis me lance la sellette. Du coup de l'œil, je vois l'homme commencer à se désempêtrer des ronces au fond du fossé. Ni une ni deux, je profite de mon élan pour lui donner un coup avec ma sellette, ce qui le fait chuter à nouveau. Et là, je vois Florence sortir son couteau de sa poche et planter les 2 pneus de la voiture du mec, avant de se précipiter jusqu'à sa voiture. On se jette dans sa voiture et on démarre en trombe, alors que l'homme s'est relevé. Et je vois dans le rétro qu'il se dirige vers le coffre de sa voiture, mais au premier tournant, on se trouve hors de portée de son arme. Je crie à Florence d'accélérer, car elle ignore qu'il a une carabine. Elle me dit qu'elle a appelé les gendarmes sur la route pour me récupérer et qu'ils sont en route. Environ 10 minutes plus tard, on croise le chemin des gendarmes et on leur explique tout ce qui s'est passé. Ils nous disent de rentrer prudemment chez nous et qu'ils nous recontacteront pour faire notre déposition à la gendarmerie dans les jours à venir. Le lendemain, après une nuit blanche pleine d'angoisse, on se rend à la gendarmerie, où on nous explique qu'une voiture a bien été retrouvée sur le bord de la route, qu'il s'agissait d'un véhicule déclaré volé, mais que personne n'était présent à proximité et aucune arme n'a été retrouvée. Une semaine après ces événements, nous n'avons eu aucune nouvelle. Et c'est une fin de vidéo qui s'annonce. J'espère que vous avez aimé ces 2 histoires. Moi j'ai bien aimé les 2 histoires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche de notification pour manquer aucune de mes petites vidéos. Et puis moi écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis moi écoutez, je vais m'en aller manger parce que j'ai la dalle. Et ensuite je ferai un petit dodo parce que je suis claqué. Et puis nous sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Allez, on va manger. Miam 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 miam. On va bien manger.